Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement? Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie? Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux? Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous. À découvrir sur saveyourlovedate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Vivre une sexualité épanouie nécessite un vrai travail, un vrai dialogue au sein du couple. Il faut accepter que ce ne soit pas toujours parfait, que ce ne soit pas toujours fluide. Mais attention, l'accepter ne veut pas dire s'y résigner. Dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, nous répondons, avec Flavitaine, aux questions que vous nous avez posées. Nous voulons ainsi vous donner des pistes de réflexion, des conseils pour avancer et vous inspirer pour vivre une sexualité épanouie, encore plus épanouie, toujours plus épanouie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Donc aujourd'hui, on termine notre série spéciale sexualité avec Flavitaine. Et pour cet épisode, en fait, on avait reçu pas mal de questions en message privé sur nos réseaux sociaux. Donc on s'est dit qu'on allait prendre le temps de répondre sans vous inviter directement au micro, mais à répondre à vos petites questions avec Flavie. Donc on n'a pas pu toutes les retenir, on a retenu 5, en fait, certaines qui revenaient et qu'on a regroupées. On espère que vous vous reconnaîtrez. Et puis, si vous n'avez pas posé de questions, que vous vous sentirez quand même concerné et que vous pourrez, vous nourrir et prendre des conseils, des petits tips dans notre échange avec Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour. Merci de nous accorder encore du temps. Tu sais que tes épisodes ont beaucoup de succès, donc franchement un grand merci parce que ce sont vraiment des épisodes et des échanges qui apportent beaucoup à nos auditeurs, qui nourrissent énormément. Donc vraiment un grand merci à toi. Alors, on a plusieurs questions qui nous ont été posées, donc je vais te les soumettre et puis on va échanger dessus pendant ce nouvel épisode. Alors, la première question nous a été posée par Aurélie et elle nous demande comment remettre de la sensualité et de l'intensité sexuelle quand les rythmes de vie fatiguent. Alors la fatigue, je pense que c'est un des ennemis numéro 1 pour la vie intime du couple parce que le sommeil c'est un besoin vital et le manque de sommeil c'est une réelle torture. Et je pense que au-delà de la fatigue physique due au rythme, aux enfants, au travail, je pense qu'il y a aussi la fatigue qu'on appelle la charge mentale, toutes ces choses auxquelles il faut penser. Et du coup, même quand on va se coucher, on a toujours notre cerveau qui continue d'être occupé et forcément, ça ne nous rend pas disponibles pour l'autre, pour la rencontre. Je pense que d'une part, la première chose à faire quand même, c'est d'évaluer son besoin en termes de récupération, de sommeil, etc., pour s'accorder du temps pour se requinquer. Ça, je pense que c'est quand même indispensable. Et puis après, pour ne pas laisser toute cette charge mentale envahir l'espace intime, on va dire, il y a des petites choses à mettre en place dans le couple. Alors moi, il y a un conseil que je donne très souvent au couple parce que, sachez-le, la charge mentale, la fatigue psychologique, etc., je crois que ça vient dans 95% des consultations de couple qui viennent me voir pour parler de leur sexualité et on parle des tâches ménagères, de tout ça. Et donc, il y a un conseil, moi, que j'aime bien donner, c'est de prendre un petit temps régulièrement, donc je pense que ce qui est pas mal, c'est de le faire au moins une fois par semaine pour déposer tout ce qui occupe notre esprit et même de l'écrire. Et surtout que bien souvent,
il y en a un des deux qui porte un peu plus la charge mentale que l'autre parce qu'il va y penser alors que l'autre, il pense pas. Et donc, ça ajoute à la charge mentale de celui qui pense et qui se dit, mais en fait, je suis tout seul dans cette galère. Donc, posez tout, partagez ce qui nous pèse, ce qu'on porte et se répartir, dire, bah voilà, moi, cette semaine, il faut que j'amène la voiture chez le garagiste, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Ok, et ben pas de problème. Moi, par exemple, je peux faire ça tel jour. Et puis, on se note dans l'agenda. On se dit, je fais ça à tel moment, je fais ça là, etc. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion de dire, là, j'ai une carence de sommeil énorme. J'ai besoin de me faire un week-end ou 24 heures toute seule pour me requinquer, prendre du temps pour moi, pour voilà, recharger les batteries. Et en fait, se faire ce cadeau-là, donc d'une part de partager vraiment le quotidien, se dire, tu vois, tu dis souvent ça dit qu'il faut qu'on ait une équipe, on fait équipe, etc. Et donc ça se vit aussi dans les petites choses de la vie quotidienne, les petites ou les grosses choses. Et puis voilà, être conscient des besoins qu'on a personnellement, être capable de partager avec l'autre son besoin, j'ai besoin de sommeil, et puis de voir comment on peut répondre à ce besoin. C'est pas forcément mon conjoint qui va pouvoir répondre à mon besoin, peut-être qu'à un moment donné, je peux juste dire, bon, bah voilà, là, j'ai organisé, j'ai fait garder les enfants, etc., mais là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et une fois qu'on a trouvé cette ressource, alors ça, c'est pour quelque chose d'un peu ponctuel. Moi, je pense que c'est important aussi d'avoir des moments ressources perso dans le quotidien, dans ta semaine, avoir sa séance de Zumba ou son heure de balade en forêt ou sa pause méditation ou sa pause lecture ou des choses qui vont nous ressourcer parce que certes il y a la fatigue physique mais il y a parfois le fait d'aller marcher une heure ça va peut-être plus me requinquer que si j'avais dormi. Donc trouver comment répondre à ce besoin, ça c'est important. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis en place ces petits rituels aussi dans le quotidien, déjà, ça va nous rendre beaucoup plus disponibles pour se reconnecter, se retrouver en couple. Donc ça va être la première étape. Et la deuxième étape, pour réenclencher un petit peu, remettre, parce que la question c'est remettre de la sensualité, de chaque jour se trouver 5-10 minutes pour se connecter l'un à l'autre. On a chacun vécu des choses dans notre journée, chacun de notre côté, on a vécu des émotions, on a rencontré des difficultés, vécu des joies, et à un moment donné, on a besoin de les partager avec l'autre. On n'a pas besoin de se faire tous les soirs un tête-à-tête qui dure des heures. On a besoin de chaque jour dans le quotidien se reconnecter. Toi, tu vois, tu conseilles souvent de se prendre un week-end de temps en temps, et c'est vrai, c'est très bien. Mais je pense que la première chose c'est vraiment de mettre cette connexion, ce temps de connexion dans la vie quotidienne. Et une fois qu'on a répondu à nos besoins, on s'est ressourcé, et ensuite on a pris ce temps de connexion de cœur à cœur, pareil, ça va favoriser après le corps à corps. Moi, ça, j'en suis convaincue. En fait, on pourrait croire qu'il y a quelque part un effet magique de l'envie et qu'à partir du moment où on est dans son lit sous la couette, hop, l'envie va naître et l'envie sexuelle va être là et on va être amené au rapport. Mais je crois que ce qu'on prend dans ce que tu dis, c'est que c'est un tout et qu'il y a une sorte d'aboutissement dans l'acte sexuel. Et effectivement, si on a pris le temps dans la journée d'avoir ces 5-10 minutes dans la semaine, ce dîner à deux et ce temps dans le week-end, c'est des choses qui vont amener à faire qu'on voudra effectivement parce qu'on aura vécu ces cœurs à cœur, à avoir ces corps à corps. C'est un tout, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à penser que dans l'envie et dans la sexualité, il doit y avoir quelque chose d'assez naturel, spontané, voilà, qui est délié du reste, et que en fait, quand on a plus de désir, on se dit, mais mince, c'est juste un problème de désir, mais en fait non, ça peut être un problème plus en amont de connexion à l'autre. En fait, c'est vraiment marrant ce que tu dis parce que très souvent, dans les couples que j'accompagne, il y en a un des deux qui va dire, moi je comprends pas pourquoi on fait pas l'amour, on se couche, on fait l'amour, on en a envie quoi. Et l'autre qui va dire, bah oui mais tu comprends, il faut que j'aille ranger la chambre du petit, il faut que j'aille débarrasser la tête. Et c'est des incompréhensions comme ça qui se passent. Donc en fait moi je suis convaincue que la sexualité, l'envie, le désir, etc. sont des choses tout à fait naturelles, spontanées, qui sont ancrées en nous. Nos corps, ils connaissent des pulsions, etc. Sauf que dans notre histoire, on a accumulé une certaine éducation, des expériences, des schémas, des choses qui sont venues se mettre entre mon désir, qui est vraiment
très ancré, très profond et qui est vraiment là, qui est mon corps, qui est au fond de moi, quoi. Il y a quelque chose de très instinctif dans la sexualité. Mais toutes ces couches qui sont venues se mettre par-dessus nous empêchent d'y accéder. Donc certaines personnes y accèdent mieux que d'autres parce qu'elles ont réussi à se construire en restant très connectées à cette pulsion, en étant très ancrées dans leur corps, etc. Et puis pour d'autres, toutes ces couches-là, c'est vraiment quelque chose qui va faire blocage. Donc en effet, quelqu'un qui arrive en disant j'ai pas de désir ou je connais pas la pulsion sexuelle, moi ce que je crois c'est que la pulsion sexuelle existe, c'est juste qu'il va falloir aller reconnecter des choses en soi pour pouvoir ensuite aller se reconnecter avec l'autre. Oui, et donc si par exemple pour Aurélie, parce qu'on sent que dans sa question que c'est quelque chose qu'elle a connu, l'intensité sexuelle, et que maintenant pris dans le tourbillon de la vie, ça s'est calmé. Il y a peut-être moins de couches parce que ils avaient déjà fait tout ce travail, ils avaient cette histoire sexuelle, que là c'est une question de rythme de vie et de fatigue. En fait, c'est de lui dire à la fois de prendre soin effectivement de leur sommeil parce que c'est un essentiel, mais aussi à côté de mettre en place des petites choses qui vont faire que le désir va se remettre au cœur du couple, mais qu'il y a rien de magique, quoi, que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ça demande un investissement. Et d'ailleurs, c'est un peu une frustration souvent quand j'ai un couple qui arrive et il y en a un des deux qui manque de désir, l'autre dit je ne comprends pas que ce soit pas spontané, évident, pourquoi il faut qu'on fasse tant d'efforts pour pouvoir se retrouver. Et en fait, moi je pense que à la fois on va avoir besoin de ces nouveaux rituels, de ces petits temps consacrés, de programmer. Donc oui, on n'est plus dans le côté spontané, mais parce que en fait la vie quotidienne nous coupe un petit peu de cet élan spontané, ou bien entraver en tout cas l'élan spontané, mais que grâce à ces petites choses qu'on va mettre en place, qu'on va choisir ensemble, etc., des choses qui vont nous convenir à nous en particulier, et finalement, c'est ça qui va nous redonner l'élan et qui va nous permettre de réaccéder à cette spontanéité. Et en même temps, peut-être que ça va être aussi l'occasion d'aller voir quel est le frein. Est-ce que c'est juste la vie quotidienne ou est-ce que c'est ma façon de vivre ou de subir certaines choses de la vie quotidienne parce que, par exemple, je suis ultra perfectionniste. D'où ça vient ce perfectionnisme est-ce que j'ai vraiment besoin que la cuisine soit nickel pour pouvoir être disponible pour mon conjoint ou ma conjointe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez moi là qui est un peu trop dans le contrôle ou quelque chose qui a besoin d'être lâché, qui vient d'ailleurs en fait et souvent à l'occasion de ces insatisfactions qu'on vit dans le couple, quelque part ça va être aussi l'occasion d'aller visiter son histoire, son rapport au monde, à la sexualité, à l'autre, au corps, etc. Et donc, à la fois, on va chercher dans les effets des choses concrètes à mettre en place pour modifier les effets. Et puis, en même temps, il y a peut-être aussi un travail à chercher une cause plus profonde qui m'empêche. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont me dire moi, je comprends pas que la fatigue soit un frein. Moi, même si je suis fatiguée, j'ai quand même toujours envie. Donc, on est perturbé de dire moi je le vis comme ça, pourquoi pour elle ou pour lui c'est un frein alors que pour moi pas du tout. Ouais. Donc ce qu'on comprend dans tout ce que tu nous dis, c'est que le désir c'est un travail quand même, c'est un travail, il y a une histoire, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est quelque chose qu'on doit suivre aussi, qui va évoluer et il y a rien de il y a un côté naturel au désir évidemment, mais en fait c'est parce qu'il prône et qu'il y a vraiment un sens et un travail à faire avec son désir en fait, et qu'il faut l'accepter ça. Ouais, en fait, je crois que ça, c'est toute l'histoire de l'âme humaine, en fait. C'est vrai dans tous les rapports au monde de notre vie, quoi. C'est que, oui, il y a des choses, je pense que nos corps, ils sont faits pour se rencontrer. Notre pulsion sexuelle, elle est là pour nous pousser vers l'autre. C'est des choses qu'on a reçues, qui sont innées. Et puis après, il y a toute la construction, toute l'éducation, toutes les expériences. Donc, l'invitation que je fais, c'est d'aller retrouver cet élan naturel en traversant toutes les couches. Donc oui, ça demande un travail, mais en fait c'est un travail sur soi, de connaissance de soi, et du coup c'est merveilleux. Je pense que Aurélie, on l'a nourrie pour un bon bout de temps, je pense. Alors il y avait une question qui était un peu liée, qui est revenue plusieurs fois. Donc on a retenu notamment la question de Laure. Elle nous demandait comment réussir à se donner pleinement quand on n'aime pas son corps. Alors ça, l'image corporelle, quand elle est mauvaise, c'est clair que c'est un énorme frein
à la vie sexuelle du couple. Parce que comment je peux accepter que quelqu'un me désire, admire mon corps et veuille se donner à moi ou me recevoir, alors que moi-même, je ne me trouve pas désirable, je suis pleine de complexes, j'arrive pas à me donner. Et ça n'a rien à voir d'ailleurs avec l'apparence physique, parce que c'est vraiment le regard que je pose sur moi. Bien sûr, il y a les codes un peu que vont nous donner la société ou les goûts que va avoir mon conjoint, mais c'est d'abord le regard que je pose sur moi, parce que je peux avoir 20 kilos de trop, mais tellement habiter mon corps, tellement assumer qui je suis, tellement avoir dégagé une sensualité et du coup donner une envie dingue à mon conjoint, parce que en fait c'est ça qui est hyper excitant, de voir quelqu'un qui habite son corps et qui a envie de se donner, qui a envie de recevoir l'autre. Bah c'est ça va être terriblement désirable. Et puis, je peux être tout à fait dans les canons de beauté, etc., mais avoir l'impression que mes seins sont trop petits, que mes hanches sont trop larges, que je sais pas quoi. Et bah là, j'aurais beau entendre toute la journée t'es belle, ça, je vais avoir du mal à me donner et du coup à ce que la rencontre ait vraiment lieu. Donc là, pour le coup, ça va nécessiter un travail sur soi, parce que bah je pense que le conjoint peut, avec toute la délicatesse, tout l'amour du monde, manifester son désir, l'exprimer, etc., ça ne viendra pas résonner. Là, ça va passer par plusieurs choses. D'abord, bah, comprendre d'où vient cette image corporelle, et puis après, bah, se réapprivoiser, quoi, se prendre soin de soi. Moi, c'est vraiment le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps, regarder avec bienveillance tout ce que mon corps me permet de vivre, de faire. C'est quand même grâce à mon corps que je suis en lien avec les autres, que je peux me déplacer, que je peux vivre des émotions, que je peux, enfin, voilà, me dépasser. Donc, moi, l'invitation que j'ai envie de faire à cette personne, c'est presque de prendre un petit carnet qui sera un carnet de déclaration d'amour à son corps et un carnet de gratitude, de dire bah aujourd'hui je suis allée courir 20 minutes, voilà, merci à toi mon corps qui m'a permis de passer ce moment de connexion avec la nature, de voilà, qui m'a aidé à couper avec mon quotidien, ou prendre un temps de relaxation, de détente, prendre soin au sens esthétique du terme, se faire des massages, vraiment habiter son corps et voir toutes les belles choses et les noter, toutes les belles choses que mon corps me permet de vivre. Bon, je pense que ça va être des façons d'aider à poser un regard positif, bienveillant sur son corps. La clé quand même, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient en fait, pourquoi j'ai une mauvaise image de mon corps. Ça peut être lié souvent soit à un passé où on a été en surpoids, ou au contraire dans l'anorexie, et du coup bah on continue de se voir comme si on était toujours, même si c'est terminé, on a du mal à voir, à se regarder en vérité en fait. Donc essayer aussi de faire cet exercice du miroir, de se regarder et puis de regarder tout ce qui nous plaît aussi. Peut-être que ce sera les yeux, peut-être que ce sera le sourire, peut-être que ce sera le décolleté ou les pieds, on s'en fiche, mais en tout cas regarder ce qu'il y a, qu'on peut objectivement trouver beau, et puis relever aussi et apprendre à accepter les compliments qu'on nous fait aussi. Quand quelqu'un dit ah là là, cette robe te va tellement bien, ça met en valeur ta ligne ou je sais pas quoi, bah savoir dire merci au lieu de dire ah non c'est pas vrai, j'ai des poignées d'amour. Je pense qu'il y a vraiment un regard à transformer pour regarder ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau. Peut-être dans un premier temps, ce sera plus facile de regarder voilà, qu'est-ce que mon corps me permet de vivre de chouette. Mais en tout cas, je crois aussi que ce serait une erreur d'attendre de son conjoint de nous donner ça. Il n'y a que nous qui pouvons prendre en charge notre image corporelle.
Ouais. Là, ce qu'on peut dire alors, c'est que c'est à elle d'être actrice. Si elle sent qu'elle a ce malaise et que ça lui pèse, il faut vraiment qu'elle se prenne en main avec les conseils que tu as donnés notamment, mais qu'elle n'attende pas effectivement de l'autre qui soit là. Alors, comme tu dis, il faut accepter les compliments qu'elle aura parce que ça va l'aider. Mais en tout cas, elle peut pas attendre de lui qu'il lui redonne une image positive de son corps. C'est à elle de se mettre en marche, d'être actrice et puis voilà, ce que tu disais, regarder son corps avec bienveillance. Peut-être aussi le sport, ça peut passer par le sport, ça peut passer par une alimentation plus saine. Je trouve que c'est des choses, quel que soit son corps, qui aident aussi à tout ce qu'on peut faire de sain pour son corps. Ça aide vraiment aussi à se le réapproprier et à apporter un autre regard. Mais en tout cas, ouais, c'est se dire à toi alors d'être actrice si tu veux que ça change, quoi. Ouais. Et après, en attendant de basculer dans le côté positif et de la bonne image corporelle, peut-être que c'est plus facile pour elle d'avoir des bougies ou des lumières tamisées quand ils sont dans leur intimité. Peut-être qu'elle peut, ayant conscience de ça, favoriser les unions où elle va peut-être pouvoir un petit peu se sentir bien en mettant un peu le décorum qui l'aidera. Puis au fur et à mesure, qu'elle arrivera à se regarder avec bienveillance et bah, elle pourra allumer la lumière. Merci Flavie. Alors, on a une question de Fabienne qui nous parlait, elle, de sa difficulté à lâcher prise, notamment pour atteindre l'orgasme. Alors, est-ce que tu pourrais dire quelques mots à Fabienne sur ce sujet et peut-être l'aider, lui donner des petits tips pour justement lâcher prise? Alors, cette question, elle est parfaite parce que, en fait, pour atteindre l'orgasme, qui est le Graal que tout le monde recherche, j'en parle après, bah, le meilleur moyen, c'est de lâcher prise. Donc, en effet, s'il n'y a pas de lâcher prise, l'orgasme, ça va être plus compliqué à atteindre. Le problème aussi, c'est que on a cette espèce de diktat de l'orgasme qui est l'objectif à atteindre dans la relation sexuelle, alors que on peut vivre des choses qui sont magnifiques, qui vont nourrir notre couple, qui vont nous permettre vraiment de nous connecter l'un à l'autre, de se sentir en confiance l'un avec l'autre, qui va nourrir notre amour, etc., sans nécessairement atteindre l'orgasme. Et ça, déjà, je trouve que partir dans la relation sexuelle en ayant comme objectif atteindre l'orgasme, quelque part, c'est le meilleur moyen de pas y arriver. Et en plus, on risque de passer complètement à côté de ce qu'on a à vivre à ce moment-là, qui est vraiment cette caresse-là, j'ai envie de te la donner, je te la donne. Ce baiser, j'ai envie de je le reçois. On va pas poser les gestes en vue d'eux, mais juste pour la beauté du geste et parce que à ce moment-là, c'est ça qu'on a envie de vivre ensemble et voilà. Donc, moi, le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est ne cherche pas à atteindre l'orgasme. Vraiment, vis cette relation à fond parce que voilà, comment tu as envie de montrer avec ton corps toute la joie que tu as d'être avec ton conjoint, comment tu as voilà. Après, par rapport au lâcher prise, c'est autre chose. Je pense en effet qu'on va plus facilement se donner et être capable de recevoir et donner des caresses, etc., en lâchant prise. Hein. Ça, c'est sûr que le lâcher prise, c'est une bonne chose dans la relation sexuelle. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise, si on lui dit lâche prise, c'est comme dire pense pas à un éléphant bleu, voilà, tu penses que tu fais un éléphant bleu. Donc ça marche pas comme ça, quoi. C'est pas je décide de lâcher prise, donc j'y arrive. C'est qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise? Est-ce que c'est justement cette fameuse charge mentale dont on parlait tout à l'heure? Est-ce que c'est mon côté besoin de tout contrôler, de tout gérer, qui fait que j'arrive pas trop à me laisser embarquer par mon désir, le désir de mon conjoint ou autre? Est-ce que c'est parce que justement je manque de confiance en moi ou de confiance en mon conjoint ou en notre relation? Vraiment, ce qui va permettre de se lâcher, c'est d'évacuer tout ce qui nous encombre, tout ce qui m'encombre dans ma vie personnelle. Je le laisse à la porte du lit, de la chambre à coucher. Tout ce qui entrave dans notre couple. Voilà, ce manque de confiance, est-ce que c'est moi qui manque de confiance en moi? Donc, du coup, il va falloir que je travaille dessus. Est-ce que je manque de confiance en l'autre? Pourquoi? On va aller creuser. Est-ce
que je manque de confiance dans notre couple? Est-ce qu'il y a des événements, des choses qui ont fait que c'est venu blesser notre relation et du coup, je me sens en vulnérabilité, en fragilité et j'arrive pas. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut interroger et surtout, j'ai envie de dire vraiment ne pas se laisser envahir par. Si on a vraiment le souhait de vivre intensément une relation sexuelle, à ce moment-là, toutes ces questions pour le coup, elles sont à évacuer. Et on prend un temps pour y répondre, mais au moment où on se retrouve, on est dans le moment présent. Enfin, c'est pour ça que je trouve il y a une façon de se rendre présent au moment que je trouve très chouette, et dont on a déjà parlé, c'est le slow sex. Mais juste déjà se dire, je mets de côté mes idées reçues sur ce que doit être une relation sexuelle, par exemple, parce que ça aussi, c'est je pense, des schémas, des choses qui vont nous empêcher de nous lâcher totalement. Si jamais j'ai été un petit peu envahie par des interdits, une éducation, quelque chose qui a mis des schémas dans ma tête ou des expériences qui ont mis certains schémas, certaines idées reçues, etc. Ça aussi, ça va entraver le lâcher prise et donc pour gagner en qualité de relation ensemble, on a besoin vraiment de gagner en liberté, de gagner en fait d'évacuer tout ce qu'on a pu entendre sur le sexe et vivre ce que nous on a à vivre à ce moment-là. Pas ce qui se passe dans les films romantiques ou chez la copine qui nous raconte comment elle fait pour faire grimper son éco-rideau ou voilà, c'est qu'est-ce que nous on a à vivre. Donc ça se fait pas tout seul. Ça, c'est sûr que soit on a déjà cette capacité à se libérer facilement des idées reçues, des schémas, etc. Parce que c'est assez inconscient tout ça. Donc on en prend conscience et du coup on se dit ok ça je le laisse de côté. Il y a des gens pour qui peut-être ça va être facile. Soit ça va nécessiter un peu d'introspection, un peu de réflexion, un peu de travail sur soi, de discussion en couple aussi pour savoir qu'est-ce qui a influencé toi la construction de ton imaginaire, ta sexualité. C'est des discussions chouettes en plus de voir par quoi t'es passé en fait, qu'est-ce que nous on a envie de vivre ensemble. Donc, Fabienne, je pense que ce qu'il faut retenir de ce que Flavie vous a dit, je pense que c'est que, en fait, ce lâcher prise, il viendra pas tout seul et il faut que vous alliez chercher à comprendre pourquoi, à ce moment-là de l'acte sexuel, vous n'arrivez pas justement à pleinement vous lâcher, à pleinement vous donner et qu'il y a quelque chose qui est retenu. Donc, il y a essayer d'aller y réfléchir, creuser pour voir ce qui peut bloquer, en espérant que Flavie vous aura donné quelques pistes en l'entendant parler de ça ou ça, te dire oui effectivement peut-être qu'il y a ça. Merci Flavie. Alors on a une autre question qui est revenue plusieurs fois, mais on a notamment Romane qui nous l'a posée. On en avait déjà parler de la question de la pornographie. On avait fait un épisode spécial avec Thérèse Argot sur ce thème et Flavie, on en a parlé également avec toi. Donc Romane nous demande en quoi la consommation de pornographie influence la sexualité chez un homme et au sein du couple. Alors la pornographie, je pense que 100%, on va dire 99,9% des gens en couple aujourd'hui, en tout cas les jeunes couples y ont été confrontés à un moment ou à un autre. Donc c'est forcément des images qui ont été intégrées, qui ont marqué notre imaginaire, etc. Quelle que soit la consommation qu'on a pu en faire. Après, il y a eu une consommation assez importante, assez régulière, etc. Oui, ça fait une banque d'images assez large, assez vaste. Et ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on l'amène dans la chambre à coucher. Donc, et de façon consciente ou inconsciente. Et d'ailleurs, moi, je l'entends en consultation, parfois, il y a certains gestes qui sont quand même très associés à des images pornographiques, certaines caresses, certaines positions, certaines façons d'être, etc., vont être vraiment très associées à la pornographie. Et en fonction du rapport qu'on a à ça, ça peut vraiment blesser, ça peut gêner. Il y en a pour qui ça ne sera pas forcément un souci, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça impacte. Ça va. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, parce que comme ce que je viens de dire sur la question précédente, c'est que pour vivre ce qu'on a à vivre pleinement, il faut évacuer tout ça, tout ce qui vient, tout ce qui est dans notre imaginaire, etc., pour laisser justement le champ libre à tout ce qu'on a à vivre
ensemble. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre conscience que oui, ça a une influence, que ça va même peut-être alimenter des croyances. Par exemple, pour qu'une femme jouisse, il faut que j'aille la lécher là ou la caresser là, comme si c'était des choses magiques ou des choses comme si c'était un bouton pour faire jouir. Souvent, ça me quand certaines personnes disent j'arrive pas à atteindre l'orgasme et qui va dire pourtant j'ai stimulé le clitoris, etc., comme si c'était un bouton magique. En fait non, c'est un ensemble de choses. L'orgasme, c'est vraiment quelque chose de très subtil et qui dépend de tellement de facteurs que il n'y a pas un bouton magique pour réussir à jouir. Et ça, je pense que c'est très influencé par le porno quand même, de se dire voilà, elle, quand on lui fait ça, elle hurle à tous les coups, donc je vais faire ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on se dit forcément consciemment, mais ça vient marquer forcément. Et quand on voit que ça marche pas, c'est un peu décevant, encore plus décevant. Du coup, voilà, c'est important de prendre conscience du fait que oui, on a toutes ces banques d'images, on a toutes ces idées, toutes ces croyances associées à la culture pornographique, que de savoir que ça vient de là et de choisir de s'en détacher pour vivre ce qu'on a envie de vivre et ce que nos corps ont envie de se dire à ce moment-là. Et pas parce que dans les films porno, ça marche quand on fait ça, mais parce que nous, notre histoire, avec toi et moi, et c'est comme ça qu'on va vivre quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux et sans doute, du coup, atteindre l'orgasme. Et en plus, comme c'est quelque chose de plus en plus, il y a un côté aussi où on peut démocratiser le porno, limite on va regarder des films en couple, etc., en se disant ça va nous donner des idées, etc. Mais en fait, c'est des idées qui fonctionnent peut-être d'ailleurs, je sais même pas si ça fonctionne, puisque c'est du film, c'est pas la vraie vie. Donc, en fait, on s'en fout de ce qui se passe dans les films, on s'en fout de ce qui se passe chez le voisin, on s'en fout de nous. Si on a envie d'alimenter notre imaginaire ou de se renouveler ou de pimenter notre sexualité, échangeons sur nos fantasmes, sur les lieux insolites où on aimerait bien faire l'amour. Peut-être qu'on le fera jamais d'ailleurs, mais juste le fait d'en parler, ça va venir un petit peu titiller notre désir. Si ça nous amuse, qu'on a envie de faire un jeu de rôle, etc., mais pas parce que dans les films porno ça marche bien le coup de la soubrette, mais parce que nous c'est quelque chose qui nous plaît, très bien. Ou si on a envie de se faire un striptease ou quoi, mais parce que c'est nous qui avons envie de vivre ça, pas parce que c'est un film qui nous l'a proposé. Ouais, donc enfin, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler longtemps, mais je pense que tu as bien ciblé sur la question de Romane. Et après, voilà, s'il y en a d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin sur ce sujet, qui revient quand même régulièrement, voilà, je vous invite à regarder, je crois que c'est l'épisode 17 qu'on avait consacré à cette question. Alors, on va finir par la question de Viviane, qui nous a un peu surprise, je le dis, mais ce qui est intéressante. Elle nous demande si aller voir une escorte est assimilé à trahir ou tromper son épouse. Donc, alors, on imagine que Viviane, c'est quelque chose qu'elle a connu de la part de son conjoint. Donc, en fait, on en a un peu parlé toutes les deux, Flavie. Donc, on était évidemment sur la question de la fidélité. Et voilà, je trouvais intéressant qu'on en dise quelques mots. Ouais, la fidélité, c'est une valeur qui, pour beaucoup, semble aller de soi quand on est dans un couple de longue durée. Mais en fait, les valeurs, c'est des choses qui viennent résonner en chacun et quand un couple se forme, soit on partage les mêmes valeurs et du coup on se met d'accord là-dessus, soit on a chacun des valeurs et on invite l'autre à nous rejoindre là-dessus et du coup on crée nos valeurs de couple. Et du coup, si la fidélité c'est une valeur pour le couple, évidemment que entretenir une relation intime, qu'elle soit tarifée ou non, qu'elle soit affective, sexuelle, etc., c'est de l'infidélité. Si la question c'est ça, oui, l'infidélité, c'est, pour moi en tout cas, c'est entretenir une intimité avec une personne autre que son conjoint, sa conjointe. Mais si de base ça ne faisait pas partie des valeurs sur lesquelles on s'était mis d'accord, ça c'est quelque chose qui est vraiment très personnel à chaque couple.
bah du coup, il n'y a pas de trahison par rapport au contrat tacite de base sur lequel on s'était mis d'accord à la base. Alors, le problème, c'est que parfois, on dit dans les idées, on est d'accord sur cette ouverture, cette liberté, etc. Et puis, quand les faits sont là, c'est une autre histoire et on le vit de manière un peu différente. Mais on ne peut pas, du coup, dire que le contrat a été rompu ou qu'il a été écorché parce que bah on s'était mis d'accord. D'où l'importance quand même d'échanger sur les valeurs au sein du couple. Et puis en plus, ça peut évoluer. Enfin, le couple, on lui souhaite une durée de vie illimitée. Donc forcément, quand on est dans une relation qui dure 20, 30, 40 ans, soi-même on évolue, on change au contact de notre conjoint d'ailleurs. Enfin, souvent on se fait avancer l'un l'autre. Parfois, il y en a un qui a l'air de prendre un peu une autre direction, donc c'est l'occasion de reparler, réajuster, savoir si on est toujours en phase, toujours d'accord sur la direction qu'on veut prendre. C'est important de sans cesse s'interroger, se réinterroger sur ce qu'on veut vivre dans notre couple, parce que bah il y a pas bon bah on fait un contrat au début de la relation qui peut pas qui est inchangé. C'est quelque chose qui s'ajuste, qui s'adapte tout au long de la vie de couple. Et plus on aura cette capacité à s'écouter, à être vigilant au ressenti de l'un, de l'autre, plus on saura communiquer, échanger, plus ce chemin on le fera ensemble. Parce que forcément, quand on vit avec quelqu'un, souvent on évolue ensemble. Enfin, on s'adapte un peu l'un à l'autre. Si on arrive à garder toujours ce lien, cette connexion, bon, parfois la connexion elle peut être interrompue et puis on arrive à se reconnecter. Voilà, mais il y a des chances pour qu'on évolue dans la même direction. Et si à un moment donné il y en a un qui prend, enfin voilà, qui est plus du tout en phase avec les valeurs sur lesquelles on était d'accord au début, bah il faut en parler, quoi. Et puis peut-être que l'autre acceptera de se laisser bousculer, ou enfin c'est des choses vraiment propres à chaque couple. Ouais, en fait, on a appris la question de Viviane parce qu'elle nous a interpellés. Mais en fait, Viviane, je pense qu'il y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce que vous avez ressenti, qu'est-ce qu'il en était dans votre couple à ce moment-là, quelle est la valeur que vous mettez tous les deux au sein de votre couple, quelle est la valeur que vous donnez à la fidélité. Et avec tout ça, c'est à vous de savoir si vous le considérez vous comme une trahison, comme une tromperie. Moi, j'ai tendance à penser que si vous vous posez la question, si vous nous la posez, c'est quelque chose que vous avez ressenti, si vous avez mis ces mots-là dans votre question. Mais là, ce qui est certainement important, Viviane, c'est que vous puissiez en parler surtout avec votre conjoint, que vous puissiez exprimer ce que vous avez ressenti, parce que parfois aussi dans la tromperie, dans l'infidélité, il y a de la provocation. On veut aller chercher chez l'autre ce que ça lui fait, comment ça résonne en lui, comment il réagit. Donc il faut surtout pas vous dire voilà, il l'a fait, on en a parlé, finalement c'était un peu d'accord entre nous. Non, il faut chercher à savoir pourquoi il l'a fait et ce qu'il allait chercher dans cette escorte. Et il y a sans doute des chances pour que si elle le vit comme une trahison, lui peut-être pas du tout. Et du coup, l'acte a quand même pas le même impact en fonction de l'intention. Alors évidemment, si elle le vit comme une trahison, c'est important qu'elle puisse l'exprimer, mais être capable aussi d'entendre que lui, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans les actes qu'il a posés, dans les choix qu'il a fait. À ce moment-là, il avait pas du tout l'impression de tromper. Voilà, c'est ça qu'il faut être capable d'entendre. Ça dépend aussi, voilà, des modèles que lui a eu. Ça dépend de sa vision du couple, de la fidélité. Enfin voilà, ça pour le coup, j'ai parlé beaucoup des valeurs du couple, mais en fait, le couple il est quand même composé de deux personnes qui ont chacune leur vécu, leur expérience, leurs valeurs, etc. Et donc comment tout ça peut s'ajuster. Mais ce qui est important, c'est de réussir à la fois à exprimer son ressenti face à la situation et être capable aussi d'entendre et de se mettre un peu à la place de l'autre pour comprendre comment lui a vécu les choses. Et c'est sans doute deux histoires très différentes.
Merci Flavie. Aurélie, Laure, Fabienne, Romane, Viviane, un grand merci pour la confiance que vous nous avez témoignée en nous envoyant ces questions qui sont certainement pas toujours simples. On espère vous avoir apporté à vous et à vous tous auditeurs des pistes de réflexion. Flavie, un grand merci pour tous ces épisodes que l'on a pu faire avec toi. On comprend bien que vivre une sexualité épanouie, ça nécessite un vrai travail et un vrai dialogue à mettre au sein de son couple. On a compris aussi qu'il faut accepter que ce ne soit pas toujours parfait, pas toujours fluide, mais l'accepter, ça veut pas dire se résigner. Donc je pense que c'est toujours le message que tu as essayé de faire passer, qu'on a essayé de faire passer, c'est de dire qu'il y a rien d'acquis dans une sexualité, mais il y a rien non plus il y a pas de fatalité. Et toute situation qui peut être difficile à vivre, qui peut paraître pas épanouissante, ne pas être sur la même longueur d'onde dans son couple, ça se travaille, on peut avancer. Donc soit on arrive à le faire soi-même vraiment au sein de son couple, avec des lectures, avec justement en se nourrissant des podcasts par exemple pour générer des conversations, avec le rendez-vous qui est consacré à ça, par exemple, dans les carnets Save Your Love Date. Mais on peut aussi, si on se sent un peu dans une impasse, ou même avant, on sent qu'il y a quelque chose qu'on va pas réussir à décoder, vraiment aussi se faire aider et tout simplement aller voir un professionnel. Donc, comme toi, par exemple, Flavie, un sexothérapeute. C'est l'occasion de le rappeler que toi, vraiment, faut pas hésiter à te contacter. T'as un Instagram, Flavitaine, et puis t'as ton site internet, flavitaine.com. Parfait. Donc vraiment pas hésiter à venir vers toi. Tu fais des consultations par visio, mais tu peux aussi certainement conseiller des collègues à toi dans d'autres villes, parce que je crois que t'es pas mal prise et t'as pas mal de succès, donc et c'est tant mieux. Voilà, je crois que vraiment c'est un message qu'on veut faire passer aussi, d'avoir cette simplicité de se tourner vers un professionnel. Alors soit seul au départ, si dans le couple on sent que ça va bloquer, et puis après le professionnel peut donner des pistes pour que l'autre soit aussi inclus dans cette démarche. Mais voilà, une fois encore, la sexualité, c'est quelque chose dont il faut parler et un sujet vraiment à mettre au cœur de son couple. Ouais, c'est bien ce que tu as dit sur le fait qu'on peut commencer la démarche seule. J'en ai pas mal parlé là aujourd'hui. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand il y a une insatisfaction quelconque, souvent c'est que ça vient résonner sur des choses qu'on vit personnellement et voilà, au contact du couple, ça vient se révéler. Donc déjà, commencer une démarche seule, ça va faire bouger la personne qui fait la démarche et ça aura un impact du coup sur le couple. Et moi, ça arrive très fréquemment que j'ai une personne qui vienne seule au départ et puis au bout de 3, 4, 5 rendez-vous, j'ai le conjoint ou la conjointe qui débarque et ça c'est génial. Mais même sans ça, même quand il y en a qu'un des deux qui fait la démarche, ça peut déjà apporter beaucoup de choses au couple. À soi personnellement et au couple. C'est vraiment un super beau cadeau à se faire à soi et à son couple. Donc n'hésitez pas à vous faire ce cadeau. Flavie, mille merci pour toujours tes bons conseils, ta bienveillance, ta disponibilité pour nos auditeurs. Voilà, là on clôt une série avec toi, mais c'est évident qu'on te retrouvera très bientôt au micro d'Au cœur du couple. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.